Alors, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment à nos invités pour leur présence. Mariama Lagardis, journaliste à Libération, auteur. Patrick de Saint-Exupéry, journaliste et auteur, cofondateur de la revue 21. Théo Anglebert, journaliste indépendant. Je vais aussi vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de venir cet après-midi et voilà, de participer à un des premiers colloques en présentiel. Ça fait du bien. Je vais poser ma première question pour que nos invités se présentent d'eux-mêmes, qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous a mené vers le journalisme et ensuite vers le Rwanda? C'est moi qui commence. Vu que tout le monde te regarde. Bonjour à tous. Vers le journalisme, c'est pas forcément très intéressant. C'était un peu une évidence depuis assez petite. Après que j'ai renoncé à devenir vétérinaire et princesse, donc voilà. Pour le Rwanda, moi j'ai un peu plongé dedans en 94. À ce moment-là, j'étais pas une journaliste très expérimentée. Je connaissais pas vraiment grand-chose à l'Afrique, même si c'était le dossier que je devais traiter. À l'époque, je travaillais au quotidien La Croix. Et je me suis rendue en mai 94 au Rwanda, ce qui évidemment a été une période fondatrice dans ma propre réflexion et mon envie de suivre cette histoire. Je connaissais rien au Rwanda avant d'y aller, sauf que j'avais eu la chance, entre guillemets, de rencontrer quelques mois plus tôt un monsieur qui un jour m'avait appelé à la rédaction et m'avait dit il faut absolument que je vienne vous voir. Il se passe quelque chose de très grave dans un pays qui s'appelle le Rwanda, il faut absolument qu'on en parle. Et je me souviens que je m'étais précipitée sur une carte déjà pour voir où est-ce que ça se situait. Et je l'avais reçu d'ailleurs le jour même, mais avec au départ une certaine désinvolture, parce que je m'étais dit, bon, encore un qui va me parler d'un génocide, de risque, voilà, j'étais assez... Je soupçonnais qu'il exagérait peut-être. Et pour la petite histoire, il est même arrivé en retard, et je m'étais dit, bon, bah tant pis, c'était un vendredi soir, je m'en vais, il avait qu'à pas être en retard, et en sortant de l'ascenseur dans le hall de la rédaction, il était là, et on s'est assis dans le hall, et on est resté des heures, et j'ai été plus que troublée par l'intensité de ce qu'il m'a raconté. Et ce monsieur, c'était Jean Carbonard, qui était à l'époque donc président de Survie, et qui avait fait partie de cette commission d'enquête un an en janvier précédent au Rwanda, cette commission d'enquête qui avait découvert presque par inadvertance des fosses communes, avait recueilli des témoignages sur les escadrons de la mort et avait fait pas mal de bruit à l'époque. Et qui, maintenant, bien sûr, il y a une scène très, très connue qu'on revoit souvent en vidéo, qui est son intervention au journal télévisé, où il finit par pleurer en prévenant de ce qu'il allait advenir. Donc, après cette rencontre, j'ai commencé vraiment déjà à m'intéresser à ce qui se passait au Rwanda, sachant qu'il faut bien évidemment se remettre en tête qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait des téléphones, des fax, l'information était plus confuse et plus diffuse. Mais vraiment, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait. Donc, c'est pas de la prémonition géniale, mais le 7 avril au matin, quand j'ai allumé la radio et que j'ai entendu que Habyarimana était mort et qu'on commençait à poursuivre, qu'on annonçait déjà les premiers meurtres, en tout cas de personnalités de l'opposition Hutu, et les premiers barrages et les premiers massacres de Tutsis, j'ai compris que tout ce que Carbonard m'avait raconté, puis on s'était revus après cette première entrevue, était en train de se réaliser. Et donc voilà, donc après, il se trouve que je suis
partie quand même couvrir l'élection multiraciale en Afrique du Sud, la victoire de Mandela, parce que j'étais entraînée dans un jeu médiatique. Mais dès que je suis revenue d'Afrique du Sud, je suis partie en mai au Rwanda. Et c'est vrai que là, ça a été je ne suis pas restée très longtemps. Je suis restée une semaine parce que j'avais aucun moyen d'écrire depuis le Rwanda. Donc il fallait que je reparte à l'extérieur. Mais ça a été évidemment un choc absolu qui m'a énormément marqué et qui m'a poussé après, évidemment, jusqu'à la fin du génocide, à écrire et réécrire, à essayer de contacter des gens, à suivre toute cette histoire de manière très très intense, très à cœur. Et puis par la suite, il y a eu des phases où je me suis un peu éloignée du Rwanda. Je suis même partie vivre 4 ans en Afrique du Sud. Mais même là, je suis partie en Afrique du Sud en janvier 97 et je voulais faire un dernier reportage sur le Rwanda. J'y tenais absolument et j'avais convaincu Médecins du Monde de me payer un reportage pour le journal interne et je devais atterrir à Johannesburg, laisser mes affaires, aller partir au Rwanda, puis revenir m'installer et commencer une nouvelle vie en Afrique du Sud. Et le correspondant de Médecins du Monde m'attendait à Johannesburg. Je devais passer la nuit chez lui. C'est lui qui s'occupait du billet, etc. Et j'arrive à Johannesburg et il faisait une tête terrible. Et il me dit le voyage est annulé. La mission où tu devais aller à Ruhengeri, hier, notre personnel a été assassiné. Et ça, c'était la deuxième phase. C'était la deuxième phase post-génocide. C'était le moment où il y avait les attaques meurtrières venant donc du Zaïre. Et c'est vrai que je repense tout le temps à ce moment-là en me disant, bon, en fait, à 24 heures près, j'aurais pu être là-bas, en fait. Et au-delà de ma personne, ça racontait aussi comment tout ça, c'était pas fini à ce moment-là. Par la suite, bon, voilà, je me suis installée en Afrique du Sud, les années ont passé, je suis revenue à Paris, et puis j'ai pas forcément travaillé dans des organes de presse où il m'était possible de m'intéresser au Rwanda, mais il y a toujours eu un moment où des opportunités sont ouvertes, j'ai changé de job, quelque chose s'est passé, et tout ça pour dire que dans toutes ces 27 années, moi j'ai plutôt l'impression que vraiment le génocide a été une espèce de bombe à fragmentation et qu'il y a eu toujours après des événements qui soit nous ont incités à relire l'histoire vécue, soit à lutter contre, on en parlera tout à l'heure, contre les distorsions de cette histoire vécue et que finalement elle est toujours restée très intense, très vivante, et que voilà, il y a toujours des aspects à explorer, des mémoires à rappeler, et bien évidemment des dénis à combattre. Merci Maria. Théo, on en discutait. Tout comme moi, en 94, tu devais, je ne sais pas, peut-être avoir 2 ans, 3 ans. Être à peine né, je ne sais plus. 3 ans. Donc, même question, qu'est-ce qui t'a mené vers le journalisme et vers le Rwanda ? On m'entend là ? Ok. Moi, je vais forcément être beaucoup plus court que Maria. Le journalisme, c'était aussi une évidence, même si ça m'a pris un peu... Ouais, mais... En fait, moi, j'ai pas envie d'être filmé. C'est juste... Pas de souci pour le masque, mais juste rapproche le micro. Ok, vous m'entendez là ? D'accord, c'est juste moi alors, je suis désolé. Moi, ça a mis plus de temps à s'imposer. J'ai longtemps travaillé sur l'extrême droite. J'ai d'abord été une source pour certains journalistes sur ce sujet. Ensuite, je suis devenu journaliste. Et oui, le Rwanda, j'étais beaucoup plus jeune du coup. Moi, je m'y suis intéressé il y a quelques années. Je pense que ce qui a dû retenir mon attention, c'était à quel point le sujet était miné, difficile à démêler. Et du coup, ça m'a un peu... je suis un peu resté bloqué dessus. Et il y avait, à mon sens, cette espèce d'angle mort qui était... d'angle mort pas complètement, hein, mais
la présence des génocidaires ici, leur organisation après le génocide, comment ils sont arrivés, pourquoi, dans quel but, au-delà en fait de ces espèces de traitements habituels qu'il y a des procès et des poursuites et en gros voilà, c'est là-dessus que je travaille, quoi. Merci beaucoup Théo. Patrick, même question pour toi. Qu'est-ce qui t'a mené vers ce beau métier et vers le Rwanda ? Le journalisme, c'est parce que a priori, je ne savais rien faire d'autre. Et le Rwanda, c'est en octobre 90 où je travaillais au Figaro et je suis arrivé à Kigali le 2 octobre ou le 3 octobre 90, au début de l'histoire. Et lorsqu'on arrivait en octobre 90 à Kigali, on se rendait compte tout de suite que c'était quelque chose de très particulier. J'avais déjà un peu d'expérience. Je venais de couvrir la guerre du Libéria, l'Afghanistan, enfin un certain nombre de conflits. Et le Rwanda était saisissant parce qu'on se rendait compte immédiatement que c'était un univers extrêmement différent de l'Afrique de l'Ouest, celle qu'on connaît d'habitude en France, et que les règles étaient aussi extrêmement différentes des conflits ou des amorces de conflits que j'avais pu connaître. Donc au début, je veux dire, moi j'ai encore des images en tête, d'octobre 90, le stade de Kigali, avec les rafles de Tutsis, des fonctionnaires qui embarquaient dans leurs coffres des listes de personnes, voilà des propos qu'on entendait. Et depuis, je suis resté accroché sur l'histoire. J'y suis retourné en 93, en 94, et puis après, voilà. Merci beaucoup. On va essayer de faire quelques étapes sur l'histoire pour traiter de notre sujet. Donc je vais vous demander d'abord, pouvez-vous nous apporter quelques explications sur le contexte en 94, pendant le génocide des Tutsis et quelques temps après, sur les difficultés de la presse qui sont pointées de toutes parts et des médias à retranscrire correctement l'événement en cours. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés à retranscrire, dans mon souvenir, ni le contexte, ni même à parler de génocide. En préparation de cette rencontre, je suis allée retrouver le premier reportage que j'avais écrit après mon séjour en mai 94. Et le titre, c'est « Sur les traces du génocide ». C'est pas moi qui faisais les titres, mais donc ça ne semblait pas poser de questions. C'était clair et net déjà qu'il s'agissait d'un génocide et que donc ça devait être qualifié comme ça. J'ai pas eu non plus de souvenir de censure, même quand je parlais du rôle de l'Église, alors que je travaillais donc à l'époque pour un quotidien catholique. Alors ça, c'était au moment même du génocide. Après, il y avait quelque chose de toujours un peu surréaliste. Alors peut-être pas pendant le génocide, mais à la période immédiatement après. C'est-à-dire que quel était vraiment l'écho dans l'opinion de ce qu'on pouvait écrire, qu'est-ce que les gens comprenaient. Pendant des années, j'ai eu l'impression que même auprès d'amis, etc., d'entendre un peu la même question. Mais alors quand ils se sont entretués entre Hutus et Tutsis, non, ils ne se sont pas entretués, de réflexes qui revenaient comme ça, parce que je pense qu'il y avait d'une part un désintérêt, peut-être une certaine forme de racisme inconscient qui fait que mentalement, un certain nombre de gens avaient du mal d'associer ce qui semblait être une entreprise criminelle sophistiquée comme un génocide avec l'Afrique. Et même certains journalistes qui en parlaient comme ça, voire même en disant le génocide entre les Hutus et les Tutsis, ce qui est une contradiction totale, mais ce n'est pas des paroles qu'on n'entendait pas. Mais dans le cadre de l'exercice de mon métier, et même aujourd'hui à Libération, je peux dire, je sais qu'il y a d'autres organes de presse où il y a des formes de pression et de censure. Moi, j'ai toujours été libre d'écrire ce que je veux, de qualifier ça comme je le pense.
Et je n'ai jamais subi ni de pression, ni d'interdit, ni quoi que ce soit. C'est plutôt... la frustration était plutôt celle, et plus le temps passait, de faire comprendre l'importance de cet événement, et par moments peut-être une espèce de frustration de se dire, bon voilà, on écrit, mais les gens continuent à penser avec ces catégories mentales en tête. Ça a été plutôt ça, je pense, le vrai défi. Et la dernière séquence à laquelle on a assisté avec Macron à Kigali, la médiatisation que ça a accompagné, j'espère, va peut-être aider à inscrire certains termes et un narratif un peu au-delà des cercles d'initiés ou de gens concernés au premier degré. Merci. Patrick de Saint-Exupéry, pour la même question, voilà, nous apporter des éclairages en 1994. On a l'impression que c'était quand même très compliqué de faire parvenir l'information. Je crois que tu as déjà parlé du nombre assez modeste de journalistes qui étaient sur place à l'époque. Peut-être que tu peux nous éclairer là-dessus. Ah oui, c'est sûr que d'abord le premier fait à relever, c'est que ce génocide a été relativement peu couvert. Les événements d'avril, juillet 1994, je ne sais pas, moi c'est un chiffre que je donnerais comme ça approximativement, mais je pense qu'il y a eu 200, 250 au maximum envoyés spéciaux du monde entier qui sont venus, sachant que pour les Jeux Olympiques, il y a 4 000 à 5 000 envoyés spéciaux. Voilà un peu le rapport, quoi. 200, 250 contre 4 000, 5 000 envoyés spéciaux pour les Jeux Olympiques. Donc c'est le premier constat, c'est que à la base, d'abord, il y a eu relativement peu d'intérêt pour simplement raconter l'histoire et témoigner de cette histoire de la part de la communauté internationale. Il y a eu des pointes au moment des évacuations d'étrangers, où là, il y avait un petit peu plus de journalistes simultanément en même temps au Rwanda. Au moment de Turquoise aussi, mais entre les deux, quand même, on est globalement sur un grand silence. Globalement, après, il y a des exceptions. Le deuxième point aussi, c'est que j'ai trouvé que les mots étaient extrêmement difficiles à trouver pour pouvoir raconter ce qui se passait. Quelque chose que j'ai déjà raconté, mais moi, les 3 premiers jours que je passe au Rwanda pendant le génocide, on est en mai, comme mariage était bloqué en Afrique du Sud pour les élections et l'accession à la présidence de Nelson Mandela, qui était un fait historique. Néanmoins, il y avait quand même aussi une obligation de le raconter. Donc, nous étions tous, enfin tous ceux qui suivaient un peu ces dossiers-là, complètement partagés, quoi. À la fois, on devait être en Afrique du Sud, en même temps, on savait très bien que ce qui était en train de se passer au Rwanda était absolument effroyable et qu'il fallait le raconter, mais on ne pouvait pas. C'est aussi bête que ça. Nous ne pouvions pas. Alors, il y en avait d'autres, on n'est pas les seuls, mais voilà, c'était quand même un moment extrêmement compliqué. Et les premiers jours où je suis au Rwanda, c'est simple. Pendant 3 jours, moi, je vois que des morts. Je traverse un pays, je vois que des morts et des maisons brûlées et rien d'autre. Et qu'est-ce qu'il y a à raconter ? Ça tient en une ligne. Ça fait 3 jours que je roule au Rwanda. Ils sont tous morts. C'est tout ce que je peux raconter. C'est tout. Et lorsque vous prenez conscience de ça, vous réalisez en fait ce que ce mot indicible veut dire. Ce mot indicible, il ne veut pas dire qu'on ne peut pas raconter. Enfin, c'est ce qu'il dit, mais pas parce que ça n'est pas dicible, c'est parce qu'il n'y a plus personne pour le dire. C'est ça la véritable traduction du mot indicible. Et c'est ça la véritable marque du génocide. Il n'y a plus personne pour le dire, il n'y a plus personne pour le raconter, donc ça devient indicible. Mais ce n'est pas la nature de l'événement lui-même qui est indicible. L'indicible, c'est quelque chose de très pratique. Alors il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des gens qui arrivent à se sauver. Et le soir du 3e jour, on tombe sur des rescapés. On était un tout petit groupe de journalistes, on tombe sur des rescapés. Et là, on entend des récits de rescapés. Mais c'est des récits qu'on ne peut pas restituer, parce que, imaginez, c'est des récits qui n'ont pas de temporalité, qui sont complètement heurtés. Vous êtes sur place, vous savez que tout ce que les rescapés vous racontent est vrai, et vous parvenez à le comprendre, et vous parvenez à l'intégrer. Et vous savez dans le même moment que si vous répercutez le récit tel que, personne ne le comprendra.
personne ne pourra le comprendre, ne voudra le comprendre. Et vous le sentez intuitivement, enfin, c'est très naturel, vous le percevez. Alors ce que vous essayez de faire, c'est vous bricoler. Vous bricolez au mieux pour essayer d'être au plus près, au plus juste. Mais vous n'y arrivez pas, honnêtement, vous n'y arrivez pas. Et je n'ai pas le sentiment d'y être arrivé. Vous essayez de raconter au mieux, au plus près, au plus juste. Mais voilà, et là, toutes ces difficultés-là, après, elles ne font que s'amplifier avec le temps. Parce que vous allez ramasser, réunir de plus en plus de témoignages, de faits. Et en même temps, vous constatez très nettement qu'il y a un mur en face. Un mur parce que le monde du génocide est un monde très éloigné, est un monde radical, et que faire parvenir la logique du monde du génocide au monde normal, c'est un travail absolument dantesque, c'est énorme, et c'est l'importance après que prennent tous les récits de rescapés qui interviennent dans les années qui suivent, et cette nécessité permanente de témoigner, de raconter et de revenir en permanence sur cette histoire pour lui donner de plus en plus de compréhension, d'ampleur et de lumière, parce que c'est vrai que dans l'instant, ceux qui sont présents comprennent, mais ceux qui sont juste en lisière font face à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à saisir, et c'est très difficile lorsqu'on réfléchit de se dire l'opinion, parlons de l'opinion, l'opinion n'a pas compris ce qui se passait. Oui, mais est-ce que fondamentalement ce qui est en train de se passer est compréhensible? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, un génocide. Et ça, c'est une dimension qu'on a beaucoup de mal, pas ici, mais dans l'espace public, à aborder. Et cette dimension-là entraîne forcément, et j'imagine qu'on va parler, le discours de négationnisme qui peut être de deux types. Il peut y avoir une forme de négationnisme de relativement bonne foi, honnête, je veux dire, je ne l'appellerai pas négationnisme, mais en tout cas d'incrédulité, mais je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire. Enfin, c'est les mots qu'entend la délégation juive lorsqu'ils vont aux États-Unis essayer d'expliquer au secrétaire d'État de Roosevelt ce qui est en train de se passer en Europe. Et je ne peux pas y croire, je veux pas y croire. Et moi, j'ai entendu des jeunes de l'UEJF, lors d'un voyage à Kigali, dire ça dans toute honnêteté. Je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire. C'est des mots aussi qui peuvent exprimer une honnêteté absolue. Et en même temps, lorsqu'ils disent ça, ils sont en train de le réaliser, l'ampleur de ce qui vient de se produire. Et puis, il y a une autre forme qui est virulente, qui n'est pas de l'incrédulité, mais qui est la pure négation. Et la source est là, c'est cette difficulté, ce mur à percer, qui est extrêmement compliqué et qui demande une énergie et des efforts absolument incommensurables. Et ces efforts-là, les premiers qui vont les porter, ce sont les rescapés. C'est à eux qu'on va demander le maximum d'efforts. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il convient de relever. Merci. Théo, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou bien on passe à une époque où nous avions 12-13 ans? Moi, je peux pas rajouter grand-chose, si ce n'est mon expérience personnelle. Donc, j'étais enfant dans les années 90. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai un souvenir super clair des images qui venaient de Bosnie, du Kosovo, de la Yougoslavie. Je savais qui était Milosevic. On nous en parlait, etc. J'ai absolument aucun souvenir d'image ou de quelconque information au sujet du Rwanda ou du Congo, quoi. C'est ça aussi, c'était une période assez fascinante, parce que je couvrais aussi la Yougoslavie. Et ce qui était fascinant, c'est que très peu de gens faisaient le lien entre ce qui se passait en Yougoslavie, le Rwanda, alors que ce ne sont pas des situations similaires. Mais il y avait des parallèles quand même à établir, des éléments de réflexion qui se dégageaient aussi bien de la Yougoslavie que du Rwanda. Et il y avait cette espèce de déconnexion complète avec des feux braqués sur la Yougoslavie et ce Rwanda qui était très loin de beaucoup de préoccupations. Merci. Un autre thème, une autre époque, on fait un petit bond en avant pour arriver sur la diversion, ses canaux, ses méthodes. À partir de 2004, de nombreux observateurs pointent le fait qu'un certain discours négationniste a littéralement explosé et a trouvé un écho puissant de toutes parts. Il s'agit notamment de l'obsession pour l'attentat qui eut lieu entre les nuits du 6 et 7 avril 1994, qui prit la vie des présidents rwandais et burundais, cet attentat qui fit office de top départ du génocide. Cette histoire va être utilisée, manipulée à bien des égards dans les médias,
Donc j'aimerais avoir vos explications par rapport à ça, votre point de vue. C'est l'instruction Bruguière qui met les projecteurs sur cette histoire d'attentat qui bien sûr n'était pas la cause du génocide, mais qui faisait partie du processus. Et les autorités rwandaises, après le génocide, il faut le rappeler, ont été les premières à demander une enquête. Hein. Ce n'était pas quelque chose qui sortait du chapeau, mais c'est vrai qu'à partir du moment où s'enclenche l'instruction Bruguière, l'histoire de l'attentat est utilisée, même un peu avant d'ailleurs, dans Libération, dès l'été 94, si je me souviens bien, où il y avait eu un article qui, avec des termes très, prétendant être très sulfureux, disait il faut oser la question terrible, est-ce que les victimes ne seraient pas leurs propres bourreaux? En d'autres termes, l'attentat va devenir une sorte d'argument, puisqu'il n'a pas été revendiqué, puisque les auteurs ne sont pas trouvés, devenir un argument pour faire basculer dans un raisonnement assez pervers, mais en même temps assez séduisant, faire basculer, inverser les rôles, en expliquant que, bien évidemment, si le FPR est l'auteur de l'attentat, il a une responsabilité catastrophique dans ce qui a été déclenché par la suite. Ce qui, bien sûr, est de manière sous-jacente nier le génocide, parce que s'il est déclenché parce qu'on tue le président, évidemment, ce n'est pas exactement un génocide. C'est, comme dit Hubert Védrine, des massacres qui sont devenus un génocide. Là encore, moi, j'ai relu hier le premier papier que j'ai écrit le 7 avril, quand juste le jour de l'attentat, donc qui a été publié dans la Croix le 8 avril. Et j'avais complètement oublié ça, mais là, dans la confusion de cette journée terrible, depuis Paris, en essayant de passer quelques coups de fil, et puis aussi avec mes relais, avec des gens qui, eux, pouvaient passer des coups de fil sur place, la première chose et c'est ce que j'écris, je dis l'attentat vraisemblablement attribué à la guerre présidentielle. Et ça semblait une évidence, c'était même pas, et d'ailleurs je le cite, je m'appesantis pas là-dessus parce que c'est pas le sujet c'est les rues qui sont transformées en bains de sang, c'est la disparition de toute l'opposition Hutu, c'est les barrages, les premiers massacres déjà avec des chiffres vertigineux, mais l'attentat, bon voilà, c'est une évidence, c'est eux. Donc avec la procédure Bruguière, et ceci dit, déjà avant, il y avait eu comme ça des petits signaux envoyés, donc, notamment dans Libération en juillet 1994, s'impose cette espèce d'hypothèse diabolique qui, je pense aussi dans un monde qui culturellement, depuis la fin des années, enfin en tout cas en Occident, depuis la fin des années 70 et la trahison de toutes les idéologies, la théorie selon laquelle il n'y a pas vraiment de bons et pas vraiment de méchants a quelque chose d'assez séduisant. Donc ça a pu aussi avoir un certain écho chez des gens qui avaient du mal à admettre qu'il pouvait y avoir vraiment des bourreaux, des victimes, et qu'on s'est tellement fait avoir auparavant. Donc se crée comme ça un agrégat autour de cette thèse de gens, comme disait Patrick, qui sont simplement séduits intellectuellement par l'idée, et de gens qui, bien évidemment, pour des raisons diverses, y trouve l'occasion de minimiser le génocide et de renverser les rôles. Donc cette phase, elle va durer quand même très très longtemps. Elle est encore dans certains milieux, malgré le fait que la procédure de Bruguière, qui a été quand même un cas d'école enseigné dans les facs de droit de manipulation, de mensonges, et d'intervention même politique, même si cette instruction a été totalement décrédibilisée par l'enquête trévidique et notamment l'enquête balistique sur place, puisqu'il faut rappeler que Bruguière n'est jamais allé au Rwanda,
c'est des choses que de temps en temps, on peut encore entendre, dire, ouais, mais quand même, il y a encore des doutes sur l'attentat. Après, l'attentat n'est qu'un des éléments du négationnisme, et il ne faut jamais oublier que dans le cas du Rwanda, en tout cas, le négationnisme sert même, si je peux le dire ainsi, de moteur du génocide, puisque justement l'avion tombe et Radio Mille Collines, radio officielle, disent les Tutsis ont tué le président et donc il faut se venger parce qu'ils vont vous tuer. Donc l'idée que c'est eux qui sont les agresseurs, alors c'était déjà vrai dans les années 90-94, puisqu'on avait eu déjà des pogroms déclenchés sous prétexte, notamment dans le Bouguesera, sous prétexte qu'il y avait une attaque imminente qui allait viser spécifiquement les populations hutus pour déclencher des réflexes de peur et mobiliser des populations totalement gavées de propagande du matin au soir. Donc ça a existé, ça a été la première justification des massacres à partir du 7 avril. Évidemment, à travers toute une série de manipulations qui sont, encore une fois, d'un niveau extraordinaire, c'est revenu sur le devant de la scène avec Bruguière. Et là, c'est vrai que, alors qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui étaient là pendant le génocide, l'écho donné à l'instruction Bruguière dans les médias français a été absolument incroyable. Donc ça c'est à un moment, ça a tenté du moins de s'imposer comme une vérité. Merci Maria. Patrick, même question. Je te demanderai d'ajouter les noms Pierre Péan dans le développement. Oui, non, je crois que le nom s'impose, de toute manière, à un moment donné. Mais moi, j'aurais tendance à remonter un peu avant, tu vois, Jessica, parce que tu parles de 2004, mais les thèses négationnistes apparaissent tout de suite, pendant le génocide, et même juste après. Et en France, on les voit apparaître dans la bouche de François Mitterrand au sommet franco-africain de Biarritz, où Mitterrand explicite la notion des génocides, mais qui a tué qui, les Hutus contre les Tutsis ou les Tutsis contre les Hutus, et puis est-ce que vous êtes sûr que le génocide s'est pas terminé? Et là, on est quelques mois après la fin du génocide, et à ce moment-là, donc on est en novembre 94, et là, officiellement, au plus haut niveau de l'État français, la théorie négationniste du double génocide est posée et introduite avec une puissance extrêmement forte, mais on ne s'en rend pas compte à l'époque, parce qu'il n'y a pas de fait, il n'y a que des rumeurs, des bruits. Moi, lorsque j'écris 10 ans plus tard, en 2004, L'Inavouable, je vais consacrer 5 ou 10 lignes à ces propos de François Mitterrand, parce qu'ils n'ont aucune consistance, ils ne méritent pas un examen scrupuleux, parce que rien ne vient étayer cela, ça ne sont que des bruits. Mais là, c'est en tout cas la première incise officielle. Et puis ensuite, ça va se poursuivre. En 98, pendant la mission d'information, Paul Quilles va refuser d'entendre Paul Baril au nom d'excuses absolument incroyables, où Quilles va dire oui, mais nous sommes juste une mission d'information et nous ne voulons pas empiéter sur le judiciaire. Or, Baril va être interrogé par la justice, et donc il l'écarte de la mission d'information. Ce même Quilles qui, lui, avait refusé de se voir confier une mission d'enquête, une commission d'enquête à la place d'une mission d'information. Et si avait été mis en place à l'époque une commission d'enquête, alors cette commission d'enquête parlementaire aurait eu des pouvoirs judiciaires. Mais les députés n'en ont pas voulu, étaient bien plus satisfaits par la mission d'information qui était plus confortable, entre guillemets, et qui permettait d'écarter, par exemple, une audition de Baril qui était très problématique. Donc on voit que par étapes, il y a toute une construction qui s'effectue. Et après 98, puisque la mission d'information parlementaire a néanmoins un certain nombre d'échos en France, à cause de ces échos-là, justement, va commencer à se mettre en place petit à petit des mécaniques négationnistes de plus en plus importantes, puisque le sujet existe. Il va falloir le contrer. Si le sujet n'existe pas, il n'y a pas. Le discours négationniste n'a pas de raison d'être. Mais le sujet existe et il y a quand même des mises en cause qui sont formulées assez tôt. Et donc, il va falloir
bâtir et mettre en place tout un contre-discours. Et l'apogée de ce contre-discours, en tout cas la plus spectaculaire, effectivement, c'est Péan en 2004, mais qui a un discours complètement fou, enfin qui a un discours cinglé. Son bouquin est un livre de cinglé. On le dit à l'époque, ça n'a pas changé depuis. Hein. En 2004, c'était un livre de cinglé. Aujourd'hui, c'est un livre de cinglé. C'est du non-travail journalistique. C'est un livre à thèse. En gros, c'est un livre de propagande. Et je vais juste revenir sur un petit point. Mais la propagande, c'est des principes qui sont très simples de fonctionnement. C'est vous asséner au début de votre propos 2-3 axiomes qui sont radicaux, du type tous les Tutsis sont menteurs. Vous les mettez d'entrée de jeu, dans les premières pages. Si le lecteur accepte ces axiomes, ben ça y est, vous l'avez ferré. Et ensuite, vous allez l'entraîner dans une logique de plus en plus folle. Un lecteur normal descend, n'accepte pas un tel axiome. Personne ne peut croire que tous les Tutsis sont des menteurs, que tous les Bretons sont des menteurs, que tous les Allemands sont des menteurs, que tous les Français sont des menteurs. C'est juste tellement cinglé comme propos. Mais c'est exactement ce que fait Péan. Au début de son livre, il met 2-3 axiomes de ce type-là. Si le lecteur ne bondit pas en les lisant, ben ça y est, il est ferré et il va l'entraîner jusqu'au bout de sa logique. Mais ça, c'est les principes de propagande et c'est ce que va faire Péan. Mais de même que l'attentat, Marie en parlait, mais moi j'avais l'expérience, je le disais tout à l'heure, de la Yougoslavie. Moi, il y a quelque chose qui est beaucoup marqué en Yougoslavie. J'en parle volontairement, pas parce que je pense qu'il y a des liens quand même, enfin des rapports en tout cas à établir. En Yougoslavie, je ne sais plus quelle année, mais il y a eu ce qu'on a appelé l'attentat de Marcalé, les bombardements de Marcalé sur le marché de Sarajevo. Brutalement, il y a eu 40 morts, un obus est tombé sur le marché de Sarajevo, il y a eu 40 morts. Et à partir de là, s'est mis en place toute une discussion absolument surréaliste où un certain nombre d'officiels, dont des officiels français, venaient à affirmer que c'était les assiégés, donc les Sarajeviens, qui s'étaient bombardés eux-mêmes pour provoquer de manière spectaculaire, volontairement afin de faire beaucoup de morts d'un coup, 40, pour provoquer l'intervention du monde. Et c'était un débat mais qui avait envahi l'espace, disons, médiatique, qui était totalement surréaliste. Pourquoi surréaliste ? Parce que Sarajevo était bombardé tous les jours par des gens dont on savait très bien qui ils étaient. Tous les jours, il y avait 10, 20, 30, 40, 50 obus qui étaient tirés de lignes serbes parce que la ville était assiégée, il y avait des positions de batterie, d'artillerie, enfin, c'était évident. Et tous les jours, il y avait 50, 60 obus qui tombaient sur la ville. Et bizarrement, lorsqu'il y en avait un qui faisait un bilan un peu lourd, 40 morts d'un coup, je crois, ou peut-être 50, je ne sais plus très bien, alors dans ce cas-là, cet obus-là avait été tiré par les assiégés qui voulaient... On se rend compte de la folie de ce type de raisonnement. Et comme la discussion s'était braquée là-dessus, il n'était plus question de raconter le quotidien de Sarajevo, assiégé par des gens dont on savait très bien qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Ils tiraient il y avait les snipers sur la ville, il y avait les batteries d'artillerie sur la ville, on savait très bien ce qui se passait. Et ça se passait tous les jours, et c'était indiscutable. Et plutôt que de raconter cela, lorsqu'on déplaçait le curseur, on venait à faire une discussion absolument surréaliste qui avait tiré cet obus. Mais l'histoire de Sarajevo ne pouvait pas être réduite à ce tir d'obus. C'était un non-sens absolu. De la même manière, lorsqu'on vient focaliser sur l'attentat au Rwanda, cette focalisation évite de raconter la réalité du Rwanda, de raconter la réalité du génocide, de raconter ce que c'est que le génocide, alors qu'on sait très bien qui a fait quoi pendant le génocide, qui a tué qui, on le sait. Mais focaliser les discussions sur un point comme l'attentat permettait d'éviter tout le reste. Et c'est typiquement des logiques de type de propagande, parce que l'on parvient à déplacer le curseur du débat et à créer un faux débat qui permet d'occulter tout le reste. Et ça, on l'a vu en permanence se revenir dans le dossier rwandais, que ça soit au travers de l'attentat, du double génocide ou d'autres polémiques, où en fait il y a eu une création de multi-polémiques, souvent, lorsqu'on les regarde avec un peu de distance, complètement absurdes, mais qui visaient à occulter la réalité des faits. Et ça n'est pas du hasard, c'est des choses qui se construisent de la même manière qu'un génocide se construit. Et sur le fond, moi, ce qui m'a le plus, tout au long de toutes ces années, le plus surpris avec cette histoire, c'est qu'en fait, à la base, moi, j'ai toujours vu un déni d'humanité et un déni du fait politique en Afrique. Et ces deux dénis-là
me paraissent totalement inadmissibles. Et je ne comprends pas comment on a pu accepter, jusqu'à il y a peu, de manière officielle, l'existence de ces dénis-là. Comment peut-on dénier l'humanité d'une population? Comment peut-on dénier le fait politique à un continent entier? Là, ça me laisse absolument rêveur. Merci. Théo, est-ce que tu n'as pas grand-chose à ajouter? Si je peux me permettre, comment tu as réagi, toi, quand tu as commencé à entrer dans le sujet par rapport à l'immensité de la production révisionniste, les articles, les Pierre Péan, les Marianne? Qu'est-ce que ça t'a provoqué, en fait? Ça m'a surtout pris beaucoup de temps. Ouais, quand alors les choses sont en train de considérablement changer, je crois, là, enfin j'espère, mais oui, c'est vrai qu'il y a 3, 4 ans, 5 ans, quand on se penchait sur le truc, on est assailli par une telle variété d'informations contradictoires et de trucs assénés avec un aplomb qui est quand même hallucinant, quoi, que il faut être extrêmement rationnel et être prêt à y passer beaucoup de temps pour finalement en fait se rendre compte juste du fait que le terme diversion est très bien choisi, quoi. C'est une immense diversion, au-delà du fait qu'on sait qui a flingué cet avion, à côté du génocide on s'en fout, quoi. Et puis, enfin, je sais pas, et c'est aussi important de se rendre compte au bout d'un moment que le négationnisme, il a été pensé aussi avant le génocide, que toute cette histoire d'avion, elle est possible qu'à partir de tout ce qui a été organisé pour nier la planification du génocide, installer cette idée de tuerie spontanée après la mort du président bien-aimé, et c'est super organisé. Il y a, je crois, le lendemain, une pleine page dans Jeune Afrique, signée par une personne qui travaille au cabinet de Juvenal Habyarimana, qui d'ailleurs a vécu longtemps en France, Perensi Caruera. Oui, c'est long et pénible et ça fonctionne parce qu'on attend encore une décision en cassation là pour l'histoire de la plainte des familles de pilotes des Burundais et où je crois que Agathe est partie civile. Voilà. En fait, c'est ce qui est assez impressionnant avec ces procédés, notamment dans les médias et dans une certaine presse, c'est qu'il y a énormément de contenu, en fait. Et que ce soit sur l'histoire de l'attentat et les détournements de cette histoire qu'on peut en faire dans certains milieux, le double génocide, le Congo, mapping, en fait, on est débordé lorsqu'il s'agit d'expliquer l'histoire telle qu'elle est, de faire reculer la révision. On est débordé, on nous envoie des liens. Non, mais un tel a écrit ça, autre personne a écrit ça. Et il y a des centaines, des milliers, en fait, de documents que les personnes qui promeuvent la négation peuvent envoyer comme preuve dans les débats. Et c'est là qu'on est vraiment en difficulté. Le double génocide, le Congo. Patrick, peut-être que tu peux apporter quelques éléments. Comme je le disais tout à l'heure, cette théorie du double génocide a été introduite par Mitterrand et au début, elle ne méritait même pas examen, quoi. C'était juste une théorie qui sortait de nulle part, un petit peu fumeuse, reposant sur des rumeurs et aucun fait. Et puis peu à peu, au fil des années, c'était très surprenant, quoi. On l'a vu prendre une ampleur de plus en plus considérable, de plus en plus importante, être relayée par de nombreuses voix, que ce soit des voix politiques, des intellectuels, des religieux ou autres. Et c'était surprenant. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça extrêmement surprenant. Bon, la base de cette théorie, c'est quand même de renverser un peu les choses, quoi. C'est les victimes sont les coupables sont les victimes, donc tout le monde est pareil, donc un but partout, et puis la balle au centre, et puis sur le fond, il ne s'est rien de passé de spécial, quoi. C'est l'Afrique, c'est très compliqué. Moi, ce qui me fascine dans le discours négationniste, c'est souvent ces mots-là que j'entends, c'est très compliqué.
Ah non, c'est pas aussi compliqué que ça, le Rwanda. C'est très compliqué lorsqu'on a envie de le compliquer. Ah oui, là, c'est sûr que ça devient compliqué si on a envie de compliquer les choses, parce que ça sert un intérêt. Mais sur le fond, l'histoire n'est pas si compliquée que ça. C'est comme l'histoire. Bon, il faut apprendre un certain nombre de choses, que disait Théo. Il faut revenir à un certain nombre de bases, prendre le temps d'assimiler un certain nombre de choses. Mais c'est pas une histoire compliquée en elle-même. C'est une histoire qui a sa logique. Et comme toutes les histoires qui ont leur logique, c'est pas compliqué, quoi. C'est juste passer un petit peu de temps. Mais les négationnistes, à chaque fois, pose presque en préambule, c'est très compliqué. Et donc, cette théorie du double génocide a été poussée au sens strict du terme par un certain nombre de gens. Hein. Donc, elle fait suite, en résumé, en 96, les troupes rwandaises se lancent à l'assaut des camps de réfugiés au Zaïre pour les démanteler, tout en soutenant une rébellion congolaise qui va chasser Mobutu du pouvoir à terme. Et à partir de cette séquence de base, énormément de réfugiés vont rentrer au Rwanda et une partie d'entre eux vont poursuivre leur fuite à travers le Congo avec sur les talons les troupes rwandaises et les troupes rebelles congolaises. Et un certain nombre de récits vont être produits de cette fuite désespérée à travers la forêt congolaise. On parle quand même d'une fuite absolument folle, hein, parce qu'on parle de 3000 km à travers la forêt équatoriale. Et le récit qui va être produit de cette séquence-là va être assez simple. Ça va être... pour accréditer cette théorie du double génocide. Il y a eu plusieurs tentatives, en fait. Il y a d'abord une première tentative au Rwanda. Nous, les Hutus, avons aussi été victimes d'un génocide, mais ça passe pas bien. Cette théorie-là, cette tentative de mettre en place le double génocide. En fait, les événements congolais vont vraiment pouvoir permettre de justifier la théorie du double génocide, parce qu'en gros, elle va s'appuyer sur des images très fortes par rapport à l'Afrique. Le cœur des ténèbres, hein, le Congo, c'est le cœur des ténèbres de Conrad, donc c'est forcément atroce. Donc ce qui se passe dans cet endroit où on a très peu d'informations ne peut être que terrible. Et donc, ce qui s'est produit au Congo est véritablement un nouveau génocide. Là, je répercute le discours tel qu'il est tenu, à la fois de manière officielle et non officielle. Et ensuite, des soi-disant enquêtes vont être lancées pour essayer d'établir un peu ça. Et c'est là on rentre dans une construction complètement hallucinante, où il y a un rapport mapping qui est produit par l'Office des Hauts Commissariats aux réfugiés, qui est produit par des enquêteurs que l'on ignore, qui n'ont pas de nom, sur la base de témoignages anonyme. Et lorsqu'on étudie ce rapport mapping, on est dans un univers absolument incroyable où en fait on vous raconte le génocide des Tutsis, mais comme en décalque, comme à l'envers. C'est les mêmes mots, mais on change les victimes et les assassins, et on retrouve exactement la même nature de témoignage, mais à l'envers. Sauf que rien ne fonctionne, rien ne colle, et que c'est quelque chose, c'est une pure construction intellectuelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de drame, hein. Il y a eu des tragédies, il y a eu des drames, il y a eu des massacres, il y a eu des morts. Mais moi, j'ai refait donc le chemin suivi par les réfugiés rwandais jusqu'à Mbandaka et jusqu'au Congo-Brazzaville. C'est un chemin douloureux. Hein. Il y a eu vraiment des massacres, des morts. Là, il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est ce que j'écris d'ailleurs, c'est qu'en fait, on me racontait une guerre, parce que c'était une guerre. Avec les mots d'Auschwitz, on était sur une duperie totale. Moi, je peux raconter Waterloo avec les mots d'Auschwitz. Si j'utilise les mots d'Auschwitz pour raconter Waterloo, ce qui est techniquement est tout à fait possible, je ne raconte plus Waterloo. Je raconte autre chose. Et c'est exactement le principe du rapport mapping. C'est un rapport totalement trafiqué. En revanche, en faisant ce travail, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai relu beaucoup de témoignages de réfugiés, un certain nombre, de réfugiés Hutus qui racontaient ce périple complètement fou et dantesque, et qu'utilisent d'ailleurs en grande partie les négationnistes. Et ce qui était frappant en relisant tous ces récits, en détaillé, en les lisant et les relisant pour vraiment les assimiler, c'est qu'on s'aperçoit que la nature de ces témoignages, et par moments, les yeux de ces personnes se dessillent. Et là, je n'ai pas les passages en tête, mais
je me souviens d'un passage qui moi, m'a fait horriblement mal en le lisant. C'est un réfugié Hutu racontant, c'est juste après Tingi Tingi, enfin voilà, une séquence dans cette fuite folle, parlant de sa communauté, disait « J'étais au milieu du mal ». J'étais au milieu du mal. Et celui qui disait cela, on sentait qu'auparavant, il était proche des milieux extrémistes. Et c'est comme à un moment, c'est quelques lignes dans son livre, mais je vous assure qu'elles sont d'une force incroyable. Et c'est comme si par moments les yeux se dessillaient. Voilà, un voile se levait. Et ça, on le retrouve de manière assez récurrente dans ces livres, dans ces témoignages de réfugiés, assez récurrente. Hein, c'est pas systématique non plus, mais on le retrouve quand même de manière récurrente. Et ça interroge. Quelqu'un qui parle de sa propre communauté comme l'incarnation du mal absolu. Et là, je n'exagère pas du tout dans mes mots. Ça dit vraiment beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça très troublant. Et c'est vrai que tout au long de ce voyage, j'ai eu le sentiment par moments d'être un peu au cœur du mal. Mais le mal avec un grand M, hein, c'est un mot un peu solennel. Je ne l'emploie pas du tout de manière solennelle, mais je vous invite à lire, même si c'est douloureux, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément toujours très sympathiques, mais je vous assure qu'on apprend énormément de choses. Enfin, ce genre de choses, ça vaut le coup de s'en rendre compte, de cette folie absolue. Merci. C'est donc un récit que tu fais dans ton dernier livre, La Traversée. Maria, tu as déjà souvent été confrontée à ça, le Congo, mapping, le double génocide. Comment tu y as fait face dans ta carrière ? Un peu comme j'ai fait face à cette théorie effectivement originelle du double génocide au Rwanda, qui a été un peu démonétisée, si je peux employer ce terme, mais qui existe toujours. Moi, je me suis retrouvée dans un débat sur France 24 la semaine dernière avec une journaliste camerounaise qui m'a expliqué que les 800 000 Tutsis, on n'était pas sûr, mais pourquoi oublier les 200 000 qui avaient été tués ? Elle parlait pendant le génocide au Rwanda. Donc voilà, c'est des choses récurrentes. Maintenant, le rapport mapping, c'est la dernière version, effectivement, suite à tous ces événements qui se sont déroulés dans l'ex-Zaïre à partir de 96. Et c'est une thèse qui a, il faut le reconnaître, pas mal de relais médiatiques sur RFI, pour les citer. C'est vrai que c'est souvent une thèse qui est présentée comme crédible, mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup de médias qui donne le micro à des personnalités qui veulent qu'on remette le rapport mapping d'actualité, qui imaginent un espèce de complot pour étouffer les vérités qui sont dites dans ce rapport. Et effectivement, c'est un rapport qui a un écho certain, notamment aussi avec la nouvelle génération de négationnistes, parce qu'il y a eu Pierre Péan et maintenant on a Judy Rever qui nous sort aussi que les Interamwe étaient infiltrés par le FPR et que le FPR a dissous dans l'acide les victimes Hutus qu'il avait massacrées. Voilà, c'est des gens qui... alors elle a eu moins d'écho dans la presse française, quoique dans les médias audiovisuels, elle a quand même été reçue. Dans la presse écrite, ces thèses particulièrement farfelues n'ont pas été même discutées. Mais on se heurte à nouveau à cette histoire. Et moi, j'ai vu des réactions sur le livre de Patrick aussi, assez virulentes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, disant, voilà, mais c'est pas un simple voyage, qu'on fait compétition, alors qu'il faut savoir que les soi-disant enquêteurs du mapping... j'avais fait le calcul, si on divise par le nombre de cas évoqués, ils auraient vu en moyenne 2 témoins pour des massacres absolument monstrueux. Enfin bon, si on rentre dans cette logique-là, c'est n'importe quoi. C'est quelque chose qui est... Je pense que de toute façon, le négationnisme, le double génocide sont des choses, et c'est connu, enfin, c'est pas moi qui le pense, c'est des choses qui sont connues depuis la Shoah, c'est consubstantiel à un génocide, cette espèce de
d'effets miroirs inversés, comme disait Patrick, a toujours ses adeptes, a toujours un certain écho. Et en ce qui concerne la Shoah, faut se rappeler et encore même il n'y a pas si longtemps, Forisson, c'est quoi? C'est les années 80. Darquier de Pellepoix qui en 79 dit à Auschwitz on n'a soigné que les poux, c'est 79. Donc, là, c'était pas le double génocide, c'était la négation, il n'y a pas de four les fours crématoires n'ont pas existé. Mais le contexte était différent. Là, c'est sur un autre continent. C'est plus facile d'imaginer effectivement ce cœur de ténèbres devenir le théâtre de tragédies cachées, secrètes et enfouies. C'est plus compliqué sur un théâtre européen. Mais c'est pas fini, et il y aura peut-être d'ici quelques années une nouvelle forme de récit qui va émerger et soi-disant qui a été tenue secrète pendant 27, 28, 30 ans et qui prétendra apporter des révélations dont le seul but in fine c'est de minimiser la tragédie du Rwanda entre avril et juillet 94. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je rebondis un peu, ce qui me frappe beaucoup et ce qui ne cesse pas de m'interroger, c'est que, en fait, c'est le rôle quand même de plus en plus des organisations de droits de l'homme ou des ONG, dont un certain nombre se sont fait les relais de ces théories au nom des bonnes intentions. Et il y a quand même eu, et ça aussi c'est quelque chose qu'on aborde relativement peu, mais une certaine diabolisation du Rwanda, qui est présentée de manière extrêmement caricaturale. Et ça, c'est assez fascinant au nom des droits de l'homme ou des organisations de défense de je ne sais pas quoi, mais qui ne prennent pas le temps de regarder les choses et en fait qui raisonnent comme si l'histoire du Rwanda n'était pas une histoire particulière. Le génocide de 94, 27 ans, c'est quand même un temps assez court. Je ne dis pas que cette histoire particulière doit rester singulière ad aeternum, mais en tout cas, comment juger du Rwanda en faisant semblant qu'il ne se soit rien passé en 94 de spécifique. Et c'est quand même le point de vue que retiennent un bon nombre d'associations de défense des droits de l'homme ou d'ONG quelconques. Et ça ne laisse pas de me surprendre. Et avec tous ces jugements extrêmement tranchés que je peux entendre, et souvent, à mon sens, à côté de la plaque, parce que Dieu sait que le Rwanda, on peut faire des critiques comme dans tout pays. Il y a des critiques à faire. Moi, je ne connais pas de pays qui n'ait pas de critiques et dont le système soit parfait. Mais en tout cas, beaucoup de critiques que je peux entendre me paraissent totalement abracadabrantesques, enfin hors sujet. Et Dieu sait qu'il y a néanmoins un certain nombre de critiques à formuler, mais pas celles que j'entends souvent. Et ça, je ne comprends pas comment on peut avoir un discours aussi décalé par rapport à la réalité, comment on n'a pas la curiosité d'aller vérifier un certain nombre de choses, et comment on peut raisonner juste par effet réflexe. Et en fait, c'est un petit peu le fruit du négationnisme, c'est que le négationnisme entraîne des raisonnements par effet réflexe, hors de toute logique ou construction. Aussi, le raisonnement de certains de mes camarades militants au Rwanda, au pays, c'est de vraiment pointer la porosité entre les milieux politiques et le milieu des ONG, qui fait que bien souvent, on termine une carrière dans un parti politique pour finir, enfin, ça peut arriver du moins, et ça peut amener un petit peu les mêmes mécanismes de pensée sur les mêmes questions. Je vais passer à la dernière question pour que l'audience ait le temps de poser des questions, elle aussi. Sur le traitement médiatique en fait, du génocide contre les Tutsis, je vais faire une comparaison, je vais m'y risquer. Lors des procès de génocidaires et sur le sujet de la présence des génocidaires sur le territoire français, malheureusement, on ne voit pas ces nuées de journalistes que nous aimerions voir, tout comme pour les procès de nazis ou les procès de grands chefs de la pègre italienne. Nous ne voyons pas ça, en France en tout cas. Et concernant le fait politique, le renouement de relations entre deux pays, la France et le Rwanda, là, ça provoque une réelle passion. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu vos avis
vos réflexions par rapport à ça. Je n'ai pas compris la réelle passion sur le fait politique à propos du rapprochement, par exemple. C'est cela qui va vraiment passionner, alors que lorsqu'on parle de génocidaires présents en France qui doivent être jugés, qui sont jugés, là on se retrouve d'un coup tout de suite très seul. Ça, je pense qu'on se heurte au point qu'évoquait Patrick sur le fait qu'il y a eu peu de journalistes qui se sont rendus sur place pendant le génocide, et puis que le côté indicible a peut-être rendu la compréhension des choses. Je ne sais pas si on peut comparer par exemple au grand procès nazi qui se sont déroulés aussi assez tardivement, souvent après les faits, mais qui concernaient des gens qui se trouvaient qui étaient proches. Les procès ont lieu en Europe et concernent un drame qui était survenu en Europe. Évidemment, dans le cas du Rwanda, c'est pas exactement la même chose. Donc oui, c'est vrai. Il n'y avait pas énormément de journalistes qui couvraient ces procès. Le premier celui de Pascal Simbikangwa a eu quand même beaucoup plus d'écho que les suivants. C'est peut-être aussi un peu dû à la personnalité des personnes jugées. Dans le premier cas, c'est quelqu'un qui était vraiment au cœur du pouvoir, au cœur des renseignements, et donc c'était le premier procès. La vraie question, c'est aussi peut-être pourquoi il n'y a pas plus de procès, tout simplement. Mais je pense que s'il y en avait plus, il y aurait eu des personnalités spécifiques qui auraient peut-être aussi attiré beaucoup plus de journalistes. Donc ça, c'est une vérité. Après, le Rwanda, depuis le génocide, est un sujet qui déchaîne des débats assez passionnels. Ce qui est intéressant, c'est que ces débats n'opposent pas, ne suivent pas des lignes politiques évidentes. C'est pas un débat droite-gauche, c'est pas un débat bobo conservateur, ou je sais pas quelle catégorie je pourrais employer. C'est un débat qui est souvent virulent, parce que certains acteurs aussi sont virulents. Quand on voit la façon dont Hubert Védrine réagit parfois avec une véhémence assez étonnante, simplement parce qu'un journaliste ose un peu insister sur une question sur le rôle de la France, effectivement, on peut se poser des questions. Donc il y a cette tension et cette électricité sur les sujets rwandais. Je dirais presque que heureusement que cette tension et cette électricité, cette passion n'existent pas au moment des procès. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a, à part quelques avocats virulents, mais là, ils sont dans leur rôle, quand ce sont les avocats des prévenus, il y a quand même un consensus sur le fait que ces gens, en tout cas, doivent être, bien sûr, ils ne sont pas présumés, ils restent présumés innocents tant qu'ils ne sont pas été jugés, mais qu'ils doivent être jugés. Ça fait un certain consensus. Maintenant, évidemment, le rapport Duclerc et le choix d'Emmanuel Macron de se rendre à Kigali, parce que ça constitue un tournant historique par rapport aux positions de la France jusqu'à présent, font ressurgir en partie ces tensions et des discours parfois très véhéments. Mais les discours véhéments, ils sont un peu toujours du même côté quand même, faut aussi le souligner. Et ces prises de position très véhémentes, d'honneur soi-disant attaquées, de concessions faites, etc., oui, elles sont de gens qui, justement, pendant 27 ans, ont contribué à faire en sorte que les relations entre les deux pays soient restées toxiques. Et il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que quand on dit qu'il y avait des relations difficiles entre Paris et Kigali pendant 27 ans,
c'était essentiellement du fait de Paris. Kigali a plusieurs fois tendu la main, malgré ce qui s'est passé, malgré les accusations, malgré les soupçons, malgré ce qu'on sait, ce qui ne sont même plus des soupçons, du rôle de la France dans cette période terrible. Et c'est quasi systématiquement Paris qui a rejeté cette main tendue. Donc, évidemment, de voir maintenant Macron à Kigali, il y a des gens que ça mécontente, mais on peut espérer maintenant qu'ils sont passés à côté de l'histoire. Excellente transition, du coup, pour demander à Théo de nous expliquer un petit peu un de ses derniers articles excellents parus sur le rôle d'Alain Juppé dans le freinement du rapprochement entre la France et le Rwanda. Ton micro. Le temps que tu réfléchis, je vais juste poursuivre rapidement. Moi, sur les procès, honnêtement, comme ça laissera à Théo le temps de 2 minutes. Mais j'en ai pour 2 minutes. Sur les procès, franchement, il ne faut pas être très surpris non plus que des Rwandais jugés en France aient suscité peu d'intérêt. Parce que sur le fond, les Rwandais réfugiés en France, il faut qu'ils soient jugés au Rwanda, quoi. C'est là que la justice aura sa plus forte efficacité, que les Rwandais soupçonnés de crimes de génocide et réfugiés en France, qu'ils soient jugés au Rwanda. Et c'est là où la justice doit être rendue. C'est pas en France. En revanche, qu'en France, si jamais, je dis ça au hasard, Hubert Védrine devait répondre de ses actes devant la justice, alors vous verriez que ça susciterait un énorme intérêt. Et ça serait parfaitement logique. Donc que les Rwandais suspects de génocide soient jugés au Rwanda et que les Français suspectés de quoi que ce soit soient jugés en France. Et les choses seront à leur place, dans le bon ordre. On est d'accord. Mais il y a aussi le fait que, en fait, la possible complicité ou la responsabilité lourde et accablante de la France déchaîne les passions, intéresse les rédactions, etc. En réalité, l'histoire du génocide au Rwanda, pas tellement, quoi. À part quelques entretiens avec des rescapés une fois par an, le 6 avril. Ça en fait partie ? De quoi ? Mais bien sûr que ça en fait partie. Mais enfin voilà. Après, pour Alain Juppé... Pour l'article sur Alain Juppé, oui, c'était en fait, moi je suis parti de ce qu'a dit Franck Paris, le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, aux journalistes en 2019, donc dans une réunion un peu restreinte, où il expliquait que la normalisation n'avait jamais pu être faite avec le Rwanda ou menée de manière définitive parce que subsistait un blocage mémoriel et que donc c'était ça qui empêchait les choses de se faire. Et parce qu'aujourd'hui, le récit que voudrait imposer l'Élysée, ce serait Macron a réussi là où, à faire émerger la vérité, là où tous ses prédécesseurs avaient échoué, et donc il aurait surmonté ce blocage mémoriel et permis la reprise de relations. Ce que raconte mon article, c'est que c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a déjà eu une normalisation qui était allée assez loin, jusqu'à l'envoi d'un attaché militaire à Kigali, ce qui est pas rien quand on connaît l'histoire commune de la France et du Rwanda et le rôle qu'ont pu jouer les coopérants militaires. Et que l'artisan, la personne qui a anéanti du jour au lendemain cette normalisation s'appelle Alain Juppé. Et voilà, en gros, c'est ça l'article. Excellent article que je recommande. Maintenant, je pense qu'on va passer aux questions de la salle, parce qu'on a été très long. Très long. Allez-y. Je pensais que l'intitulé « Rôle de la presse, quel enjeu de démocratie, quel impact, bilan et recommandations sur le génocide des Tutsis », j'entendrais parler de quelqu'un comme Jean-Paul Goutteux, par exemple. Vous connaissez ? Oui, bien sûr. Bon, Jean-Paul Goutteux, il a écrit 2 bouquins et il a eu 3 procès parce qu'il avait écrit que le rédacteur en chef du journal Le Monde était un honorable correspondant des services. Et il a fini par gagner quelques semaines avant de mourir.
moi, ça me pose quand même question de savoir qu'on peut dire que le rédacteur en chef d'un journal français est un honorable correspondant des services. Est-ce que c'est fréquent? J'en sais rien. C'est bien ça. Moi non plus. J'en sais rien parce que moi je travaille pas pour les services, quoi, ni Maria, ni Théo. Le rôle donc, de la presse. on n'a pas de connexion particulière, donc on ne peut pas répondre à la question, quoi. Non, le rôle de la presse. Depuis que je travaille sur cette histoire de l'implication française dans le génocide des Tutsis, j'ai entendu parler d'un journaliste qui s'appelle Stephen Smith, et on m'a toujours dit que c'était un agent des services. Et Jean-Hélène aussi. Donc, il y a quelque chose que je n'arrive pas à formuler. C'est le rôle de la presse, c'est quoi en réalité? Je veux dire, est-ce que c'est tout le temps innocent? Ou est-ce qu'on peut manipuler la presse? Est-ce qu'on peut manipuler la presse? Je ne suis pas sûr que la question se pose comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui veulent manipuler la presse, qui cherchent à manipuler la presse, et qu'en face, il y a des journalistes qui essayent plus ou moins bien de répondre à ces tentatives de manipulation. Et puis après, il y a différentes personnalités. C'est comme dans toute communauté, mais moi, je ne connais pas de communauté qui soit idéale. Donc après, qu'il y en ait qui soient sensibles, éventuellement, pourquoi pas. Puis il y en aura d'autres qui ne seront absolument pas sensibles à ce genre de choses. Mais en termes de généralité, je ne vois pas de généralité possible. Mais que des pouvoirs politiques ou d'autres essayent de manipuler la presse, ça me paraît répondre de l'évidence. C'est évident, mais comme les ONG essayent de manipuler la presse, comme des groupes de pression essayent de manipuler la presse est au cœur du monde, enfin en termes de répercussions, quoi. Donc c'est un enjeu, et que des gens essayent de se servir de la presse, ça me paraît logique, et que les journalistes fassent de leur mieux pour ne pas céder à cela, ça me paraît aussi logique, mais lorsqu'on fait de son mieux, on ne fait pas toujours au mieux. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, les choses ne sont pas faciles. Et Oui. notre sujet et les questions que nous avons abordées pourraient amorcer des très longues discussions philosophiques, mais là, pour le temps qui nous reste, on va essayer de prendre vraiment toutes les questions directes. Monsieur ? Des questions, s'il vous plaît, pas des interventions. Merci. Alors, bonjour, Sarah Kamandali. Je commence par remercier vraiment Ibuka pour ce travail de mémoire et aussi de construction d'archives, hein, parce que ça fait quand même partie pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Bon, voilà, ça sera des archives, ce qu'on fait aujourd'hui. Et je remercie beaucoup aussi Maria Malagardis et Patrick de Saint-Exupéry, parce que vous avez été, avec Jean Chatin, bien sûr, d'Olibé, vous avez été les premiers, les seuls pendant longtemps à nous informer. Moi, j'étais en France, donc j'étais à Montpellier. On a travaillé avec M. Gouteux, avec Verschave. On était avec Liaison Rwanda. Peut-être vous avez entendu déjà parler de Liaison Rwanda qui s'est arrêtée en 2004. Mais vraiment, on était là, nous, pour... notre rôle, c'était de dire, eh bien voilà, non, la France, il y a un génocide qui est en train de se passer, parce qu'on nous disait qu'il y avait le double génocide, alors qu'on avait de la famille, alors qu'on avait des personnes, qu'on était en train de perdre des personnes. On était au cœur des réalités, et on savait très bien la position du Rwanda auparavant, c'est-à-dire ces Tutsis qui ont été mis à l'écart, parce qu'on a toujours parlé de l'apartheid au Rwanda. On savait que le Tutsi ne pouvait pas postuler, le Tutsi ne pouvait pas aller dans l'armée. Donc ça, on ne le dit pas assez dans les livres, mais c'était une continuité de l'histoire qu'on vivait depuis longtemps. Et pendant le génocide, donc on vous a lu, moi j'ai lu des articles de Saint-Exupéry pendant longtemps, Maria Malagardis, et puis Goliath aussi, hein, la revue Goliath. On essayait de relayer auprès de la population française, puisqu'on faisait les marchés, on a organisé des conférences pour dire, mais écoutez, c'est un massacre, c'est un génocide, c'est pas un massacre, c'est pas des Tutsis qui s'entretuent avec les Hutus. Et on se servait vraiment de vos articles. Vous étiez les seuls, et avec M. Mermet de France Inter, bien sûr. Et oui, pendant ce temps-là, il y a Jean-Hélène, il y a Stephen Smith, il y a tous les autres aussi, il y a la télévision. Et je peux vous dire que tout ce que je pouvais lire, tout ce que je pouvais analyser, tout ce que je pouvais essayer de répercuter, ça a fait qu'aujourd'hui, tous les livres qui sont parus sur le Rwanda, je ne peux pas les lire. Je n'arrive plus.
parce que tellement je me suis imprégnée de ces trucs-là. Et je vous remercie parce que vous étiez pratiquement les seuls à être au Rwanda. Mais je peux citer aussi Annie Faure, en tant qu'autre personne qui était médecin du monde, qui essayait de... On se sentait au moins soutenu, accompagné et compris. Parce que nous, on était là en train de crier, en train de devenir fou. Parce qu'on se disait, mais comment ça se fait que le monde ne voit pas? Comment ça se fait que personne n'intervient? L'ONU, c'est quoi? À la turquoise, on est pratiquement devenus fous, tous. C'est un témoignage parce qu'on ne comprenait pas. On disait qu'ils allaient protéger les Hutus alors qu'ils allaient protéger les Tutsis, alors qu'on savait très bien que ceux qui allaient protéger, c'est ceux qui sont en train de tuer et que ce sont ceux qui ont vérifié les pièces d'identité, qui étaient sur les barrières. Mais au fait, c'est une vraie schizophrénie ce qui se passe au Rwanda, pour vous dire que je n'arrive même pas, à l'heure actuelle, en ayant été au Rwanda d'octobre 94 à décembre 94, j'étais au Rwanda, mais j'ai l'impression moi-même d'avoir vécu des choses qui n'ont jamais existé. Donc, vos écrits, c'est vraiment beaucoup, ça nous-mêmes, en tant que Rwandais, des fois on déconnecte, ça nous permet de se dire, mais effectivement, c'est une réalité, on est dans la réalité, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. À un moment donné, on l'accepte, à un autre moment, on ne l'accepte pas. Il y a des personnes qui étaient très bien, qui sont en train de péter des plombs 27 ans plus tard. Bon, bref, pour vous demander comment vous avez fait pendant cette période-là, de pouvoir, la question que je vous pose, comment vous, en vous positionnant par rapport aux autres journalistes qui étaient quand même la majorité, à rapporter ce qu'on appelait les journalistes de la DGSE, les journalistes, et puis ceux qui ne comprenaient rien, qui se disaient mais c'est qui les Tutsis, c'est qui les Hutus, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Comment vous vous sentiez, vous, à cette période-là, vraiment en tant que journaliste qui était parti au Rwanda? On vous a déjà posé la question, mais là je vous pose la question par rapport à vos collègues, au contexte, à l'environnement de France. Personnellement, moi, j'ai jamais fait très attention à cet environnement. Comment dire, c'est pas parce que quelqu'un écrit quelque chose que je trouve idiot que c'est comme ça, mais on continue à faire le travail, quoi. Puis en même temps, non, moi, ce qui me fascine, ce que j'ai appris dans cette histoire, c'est que moi, à l'époque, je travaillais pour Le Figaro. En 94, j'étais au Figaro. J'étais sur la même ligne que Jean Châtain, qui était à l'Humanité, quoi. On parlait de la même chose. Donc ces clivages politiques ou ces clivages dans la vie de tous les jours, vous savez, on a tous la représentation un peu de la scène avec des cases. Cette histoire du Rwanda a explosé, tous ces clivages. Moi, j'ai rencontré plein de gens venus d'univers très différents que j'aurais sans doute jamais croisés à cause s'il n'y avait pas eu le Rwanda. J'ai appris énormément de choses. Moi, je préfère voir les choses de cette manière-là, par cette espèce de réunion de personnes avec des itinéraires singuliers, des itinéraires extrêmement différents, qui se retrouvent à un moment donné à un point de convergence, parce qu'il y a cette histoire absolument tragique qui surgit au Rwanda et qui se disent tous ensemble, et quels que soient leurs itinéraires, et sans même que ça soit vraiment formulé, on ne peut pas faire comme s'il ne s'est rien passé, on ne peut pas s'en désintéresser, il faut que l'on travaille, et toutes ces personnes-là vont travailler. Quand je parle d'itinéraires extrêmement différents, il y a eu quelques noms qui ont été cités, mais il y en a beaucoup d'autres encore qui mériteraient d'être cités. On ne peut pas tous les citer, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur cet événement du Rwanda pour essayer de parvenir à la compréhension, à la clarté, à l'exposer, et aussi à cette capacité à laquelle on arrive peut-être aujourd'hui, enfin je pense qu'on y arrive aujourd'hui, à être capable de regarder la glace et à s'interroger, mais qu'avons-nous fait, ou qu'avons-nous laissé faire en notre nom? Qu'avons-nous laissé faire en notre nom? Et là, je parle en tant que Français, quoi, mais qu'avons-nous laissé faire en notre nom? Et moi, c'est ça que je retiens surtout de toutes ces années, c'est ces convergences d'énergie improbables, vraiment très improbables,
qui aboutissent à ce que la question puisse enfin être posée de manière claire et tranchée. Maintenant, il n'y a pas encore la réponse. La réponse à cette question va encore prendre un certain nombre de temps, va encore prendre beaucoup de temps, je pense. Il va y avoir encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, la question est véritablement posée. Et mon sentiment, c'est que c'est un pas extrêmement important que l'on puisse parvenir à se poser cette question de manière officielle. Parce que jusqu'ici, elle était posée de manière officieuse par des gens. Dans un cas comme dans l'autre, la question est tout autant justifiée. Mais simplement, le fait que la question soit posée de manière officielle déclenche mécaniquement un certain nombre de choses. Il va y avoir plus de travail pour les historiens, de facilité de travail pour les historiens. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être lancées de fait. Et donc, va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir, j'en suis absolument persuadé. Maintenant, elles ne vont peut-être pas s'ouvrir demain, elles vont s'ouvrir après-demain ou dans plusieurs années, probablement dans plusieurs années, mais c'est quand même un immense champ qui s'ouvre, je trouve. S'il vous plaît, on privilégie les questions ou les interventions vraiment très courtes. D'accord. Il y a eu beaucoup de mains levées. Bonjour. Comment est-il possible, encore en 2021, que par exemple un journal comme Le Monde accorde une page entière d'interview à un ex-premier ministre, Bernard Cazeneuve, là, il y a quelques semaines, qui continue, de manière plus subtile peut-être, à défendre des thèses assez négationnistes. Par exemple, il a été fait allusion à l'attentat. Lui, il continue à dire dans cette interview « Je ne vois pas l'intérêt qu'auraient eu les génocidaires à faire cet attentat. Et si c'est le FPR, c'est plus compréhensible, mais on n'a pas de preuves. » Donc, on comprend de son propos que... Et personne les intervieweurs ne lui répondent pas. On a l'impression qu'il y a quand même avec ce qu'a fait le rapport Duclerc et ce qu'a fait Macron, il reste un point absolument décisif, comme l'a été d'ailleurs la question de la participation de la France à la déportation des Juifs, c'est de cette question de la complicité, non pas, mais quelle est la part exacte des autorités françaises, pas de la France, dans un événement qui est quand même un événement totalement bouleversant et horrible à la fin et au vu et au su de tout le monde. Donc, est-ce que vous pourriez, aujourd'hui ou dans la suite, analyser ce blocage et comment, effectivement, vous venez de le dire, monsieur de Saint-Exupéry, est-ce que ce blocage pourra être surmonté ? Le blocage n'est pas tellement dans le monde que chez Cazeneuve. Le problème, il est chez Cazeneuve, il n'est pas dans le monde. Que le monde pose des questions à Cazeneuve, il est dans son rôle. Cazeneuve était Premier ministre, ancien rapporteur de la mission d'information. Qu'on lui pose des questions sur son sentiment par rapport aux actions de Macron, ça me paraît assez logique. En revanche, le blocage, il est totalement chez Cazeneuve. Il est absolument inexplicable. Enfin, il est explicable, c'est pas vrai, il n'est pas inexplicable. Mais Cazeneuve était rapporteur de la mission d'information. Il est parfaitement au courant du dossier. Qu'il puisse tenir des propos pareils et juste atterrant, c'est atterrant et c'est un peu triste pour lui, parce qu'il connaît vraiment le dossier. Donc il est dans un calcul politique qui lui appartient. S'il tient un discours de ce type-là, il est dans un calcul politique qui lui appartient, mais c'est un calcul politique de petit étage, assez mesquin, qui le mènera probablement nulle part. C'est plutôt triste pour lui, quoi. Vraiment, je dis ça très sincèrement, c'est plutôt triste pour lui. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et après que ces propos-là soient étalés sur une demi-page du Monde, pourquoi pas? Ça permet à tout le monde de constater que M. Cazeneuve a du mal à tirer les leçons de ce qu'il a pu constater, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a étudié pendant un certain temps, et qu'il est toujours dans le déni au nom je sais pas, d'une certaine idée de la mitterrandie ou de la fidélité à un homme d'État. Très bien, mais voilà, c'est triste. Après, sur la complicité, la commission Duclerc y a répondu en historien avec une définition de la complicité de type historien. Maintenant, la complicité, c'est une notion juridique, et je ne vais pas expliciter cette notion juridique à la place de Raphaël Maison, qui est autrement plus compétente que moi pour l'expliciter, mais la question de la complicité en termes juridiques se pose. Après, Raphaël peut peut-être intervenir pour rappeler la manière dont comment se pose cette question. Je ne sais pas, Raphaël, tu peux peut-être intervenir pour poser juste, d'un point de vue juridique, la base de la complicité, tu vois, parce que c'est vrai que c'est une question récurrente,
était quand même la plus compétente parmi nous, quoi. Au secours, les pénalistes. Je ne suis qu'internationaliste. Oui, la complicité, comme je l'ai écrit là, il y a quand même une notion internationale et une notion en droit français. Un droit international. Là, moi, je suis quand même très frappée par le fait que il y a eu comme une espèce de grosse machine, c'est-à-dire il y a des responsabilités graves et lourdes et accablantes, mais attention, il n'y a pas de complicité. Alors ça a été vraiment systématique. Oui. C'est pas vraiment dans le rapport d'ailleurs. C'est Duclerc qui a énoncé ça, et puis ensuite ça a été. Donc moi simplement, les gens n'arrivent pas à penser la complicité en général parce qu'on dit la France n'a pas voulu massacrer ou exterminer les Tutsis. Donc ce que j'ai essayé de rappeler, c'est que dans la notion de complicité, même de génocide, parce qu'il y a aussi une complicité de crime contre l'humanité, il n'y a pas besoin que le complice ait l'intention de détruire un peuple. Il suffit qu'il ait apporté une aide directe et substantielle en connaissance de ce qui se passait, de ce que souhaitaient les auteurs principaux. Et j'ajoute qu'il n'y a pas que la complicité de génocide, d'ailleurs la complicité de crime contre l'humanité. Et dans le crime contre l'humanité, il n'y a pas l'intention spéciale de détruire le groupe. Donc ça voilà, faut pas l'oublier. Donc la question qui se pose, c'est plutôt, est-ce que la France a apporté une aide directe et substantielle ? Voilà. Et moi, je pense que... Voilà, la question... C'est pour ça que je réagissais, excusez-moi, Monsieur Anglebert, mais je réagissais, pour moi, alors peut-être parce que je suis française, je suis obsédée par la question, mais il me semble que ça fait vraiment... On nous a tellement dit longtemps que ça ne faisait pas partie de l'histoire du génocide que cette histoire de complicité, de présence française à partir de 90, pour moi, elle fait quand même très largement partie de l'histoire du génocide, même si c'est peut-être, voilà, c'est pas la France qui a tenu les machettes, mais il n'y avait pas non plus que les machettes. Donc voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de cette histoire. Alors, pardon, juste... Moi, je formule, parce que la notion de complicité est très compliquée. Enfin, Raphaël nous l'a exposé très clairement, mais moi, j'ai tendance à dire que définir le rôle de Paris dans le génocide, c'est de la collaboration. Et la collaboration, c'est Papon, et Papon a été jugé. Voilà. Moi, je voulais pas du tout dire que c'est pas important, que ça ne fait pas partie de cette histoire, etc. Je voulais juste dire que c'est... Il y a cette espèce d'idée, je pense, chez les responsables des rédactions, etc., pour que ça intéresse mes lecteurs, il faut que ce soit le plus proche possible d'eux, dans le temps et dans l'espace. Et donc, à partir du moment où on peut avoir un angle où la France est d'une quelconque manière dedans, ça nous intéressera plus. Et c'est hyper compliqué de faire passer un sujet dans lequel les Rwandais, moi je peux parler par exemple de la diaspora rwandaise, dans lequel ces gens qui sont arrivés ici de manière organisée pour implanter une diaspora militante en Europe se sont auto-organisés par eux-mêmes, peut-être avec un peu de piston, mais de manière hyper sophistiquée, ont été capables d'infiltrer l'ensemble du dispositif d'accueil en Europe, c'est-à-dire les juridictions, les postes de traducteurs, les administrations centrales, les ONG, les agences européennes. Et moi, j'ai tous les éléments pour pouvoir affirmer ça. C'est extrêmement compliqué de faire passer ça parce que moi, je l'ai présenté. Voilà, ces gens font partie des mêmes associations. Ils ont ces postes-là. On peut faire des graphiques, on peut faire des schémas, on peut le montrer de toutes les manières possibles et imaginables. Les responsables des rédactions que j'ai en face de moi, ils ne sont pas convaincus. Et ils ne sont pas convaincus que ces mecs-là soient capables de faire ça. Donc moi, c'est à ça que je voulais arriver, en fait. C'est super compliqué. Je ne sais pas comment expliquer. D'ailleurs, en avril, il y a un anthropologue américain qui est mort, qui s'appelait Marshall Salins, qui a écrit un bouquin super intéressant. Alors, c'est très, très loin du Rwanda. C'est sur les guerres à la fin du 19e siècle dans les îles Fidji. Et il reprend toute l'histoire qui en a été faite et il parle de cette espèce d'incapacité des Occidentaux à envisager les gens qu'ils considèrent comme des hommes primitifs sans voir systématiquement la main de l'homme blanc derrière
qu'elle soit bénéfique ou maléfique. Et là, on est aussi un peu là-dedans, quoi. À certains moments. Et moi, je trouve que c'est compliqué, en fait, de proposer des sujets qui parlent du Rwanda sans parler de la France, quoi. Après, c'est... Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que là, la main de la France, elle est évidente. Hein, et que finalement, bon, oui, bien sûr, on peut se plaindre à l'infini que ce qui concerne la France et le Rwanda intéresse plus que le Rwanda lui-même ou d'autres aspects ou d'autres. Mais cette espèce de centrisme, il est vrai partout. Et les Rwandais eux-mêmes au Rwanda s'intéressent plus à ce qui concerne leur pays et un autre. Ça, c'est universel. C'est effectivement, dès que le pays dans lequel on vit est concerné avec un autre pays, il y a potentiellement un intérêt plus grand des lecteurs et de l'opinion. Oui, bien sûr, mais c'était juste pour répondre à la question sur les... C'était pas pour faire des grandes analyses, mais juste la question sur les procès, quoi, parce que on a c'est moins concernant, je pense. Alors que le sujet est très important. C'est très intéressant, mais je vais rendre la parole à la salle un petit peu. Bonjour, Guillaume Brunero, je suis journaliste à M6, donc média télé et mainstream s'il en est. Et ça va, je pense que je vais essayer de faire un espèce de condensé, à la fois de répondre aux petites questions qui ont été posées et puis de rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, alors il reste 5 minutes. Je vais être hyper rapide. Je vais, en apportant d'abord mon témoignage, ça fait depuis le début du génocide que je le suis, et je peux vous dire qu'en 2004, il était extrêmement compliqué dans ma rédaction de dire et de montrer et de convaincre que les images pour illustrer le génocide ne pouvaient pas et ne devaient jamais être celles de l'exode des Hutus au Congo pour illustrer le génocide. Il était très très compliqué d'arriver à convaincre. Nous sommes en 2004. En 2019, quand je lance le sujet sur un premier sujet sur le livre de Guillaume Ancel et qu'il fait son témoignage à partir de son livre incriminant le rôle de l'armée française, on me dit « Oh là là, mais c'est énorme, t'es sûr de toi ?» Puis ensuite, dans d'autres sujets que je propose avec récurrence, on commence à me dire « Ouais, mais là, c'est un peu du militantisme. » Et enfin, on est en janvier, en janvier 2019, on est près des 25 ans, Le Monde fait 5 jours de suite la une sur le Rwanda avec une énorme enquête de Benoît Colomba, me semble-t-il. Et à ce moment-là, je dis il faut faire un sujet, débat, ouais, mais alors tu fais un truc équilibré. Et donc, alors pourquoi on me répond ça ? En fait, on peut en débattre des heures parce que c'est quel enjeu de démocratie. Mais il ne faut pas oublier, jamais oublier que la presse a ses logiques organisationnelles, ses logiques économiques qui font qu'il ne faut pas toujours voir la main des services secrets derrière pour imposer un sujet ou une propagande quelconque. Parfois, ça se fait beaucoup plus simplement. Il se trouve que lorsqu'on m'a dit « tu fais équilibré », j'ai répondu « oui ». J'emprunte cette phrase à Jean-Luc Godard. « Oui, 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour les nazis ». Pour pouvoir, et ensuite on m'a laissé faire. Et ensuite, finalement, on m'a laissé faire. Et aujourd'hui, pour commencer, aujourd'hui, quand Félicien Kabuga a été arrêté, on m'a appelé, je ne travaillais pas ce jour-là, et on m'a dit « Kabuga, ça te dit quelque chose, c'est énorme. Hein. » Vous voyez que dans un média mainstream... Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un média mainstream comme M6, pour lequel vraiment le Rwanda est quelque chose qui est très éloigné, et on m'a permis de faire une mission de 5 jours, ce qui était considérable pour M6, qui on voit rarement pour un sujet pareil, qui est quand même très très éloigné de son cœur de cible et pour le coup qui est peu concernant par rapport à la ligne éditoriale, les choses ont changé. Pour le rapport du Clerc, j'étais pas là, on n'a pas fait de sujet, parce que ça se joue aussi à ça. C'est-à-dire que quand la personne en question n'est pas là, on ne peut pas forcément faire le sujet, parce qu'on a peur aussi parfois de mal le faire. Mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire et ils l'ont bien fait. Et aujourd'hui, le regard a totalement changé. La question que moi je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il a changé ? Est-ce que maintenant qu'il a changé, ça va être plus simple ou plus compliqué ? Plus simple parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont acquises, c'est-à-dire désormais les Védrines et consorts auront beaucoup plus de mal à être crédibles,
Et d'une certaine façon, on n'est plus à dire « Ah ouais, mais c'est compliqué, hein, oh là là, ces histoires, donne la parole aussi aux Hutus, hein, parce qu'on ne sait jamais. » Bon, voilà, ça c'est fini, on est d'accord. Donc ça va être plus simple. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne va pas être plus compliqué, puisque justement, oui, mais bon, ça y est, Macron a parlé, hein, donc ça y est, on peut tourner la page. Tourner la page, ça je ne pense pas, parce que le Rwanda ressurgit toujours d'une manière ou d'une autre dans l'actualité française, en restant sur des choses qui sont prévisibles et qui sont effectivement plutôt du domaine du judiciaire. Il y a un procès en novembre, même s'il n'attire pas énormément d'attention, il y aura quand même à nouveau cette actualité-là. Et puis il y a bien sûr, on l'espère, le procès Kabuga, qui théoriquement devrait se tenir avant la fin de l'année. Donc là, je pense que l'intérêt sera important. Et puis il y a le travail d'enquête qu'on fait tous. Et on rebondira sur, si ce n'est pas soi-même qui l'a fait, sur les découvertes des autres, parce qu'il reste encore énormément de choses à explorer, en tout cas en ce qui concerne les relations franco-rwandaises. L'histoire rwandaise de la France, pour reprendre la jolie formule du rapport Duclerc. Donc moi je pense pas que cette histoire, on a essayé à un moment un peu de nous vendre le côté épilogue, mais non, c'est pas un épilogue. Et comme le rappelait Théo, il y a eu aussi une autre normalisation sous Sarkozy qui a avorté. Donc oui, on n'est jamais à l'abri d'un coup de théâtre, d'un revirement, même si je pense que effectivement ce que tu racontes sur l'acceptation aussi d'un narratif, je pense que là, ça, malgré tout, on peut espérer que ça s'enracine et que on n'ait plus besoin justement de faire face à des questions un peu ignorantes ou un peu frileuses concernant une histoire mal maîtrisée. Elle a été quand même très médiatisée dans la période, ce printemps en fait. Donc on peut penser que là-dessus, il y a réellement une étape franchie. Pour le reste, moi j'ai aucune inquiétude. Et chez nous, on a d'ailleurs un jeune garçon qui est en alternance et qui a débuté qui s'intéresse beaucoup à ça et qui m'a dit oui, mais je vais lire des choses, mais ce que tu crois qu'après, il me disait il y a quelques mois, tu crois qu'après tout ça, on va en reparler? Je dis non, mais c'est un sujet d'avenir. C'est un sujet avec un grand passé et qui a beaucoup d'avenir. Donc, vas-y, investis là-dedans. Si ça t'intéresse, et ça l'intéressait beaucoup, tu perds pas ton temps. Peut-être une dernière question. Bonsoir, je renouvelle vraiment mes remerciements à tous les intervenants, bien entendu à Ibuka. Je suis vraiment très très émue et très très touchée de vos interventions, l'un comme l'autre, sans distinction. C'est vraiment très très touchant, ça nous fait avancer, ça fait apparaître au fur et à mesure la réalité. Quant au négationnisme, c'était inévitable, hein, parce que un génocidaire va de toute façon faire naître le négationnisme. C'est une évidence absolue. Je vais vraiment faire une minute de quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Quand on dit que ce génocide, on pouvait l'éviter, qui aurait pu l'éviter? C'est qui le causait ou c'est qui l'alimentait? Ou c'est qui était en train d'être tué? Il était inévitable, tout simplement, parce que ceux qui avaient commis ces atrocités étaient restés totalement impunis. Donc, il ne pouvait que recommencer, il ne pouvait qu'être alimenté. Donc, le négationnisme, je dirais, on va toujours tenter, les antinégationnismes, bien sûr, de l'éviter, mais il va naître quelque part, changer de stratégie, de méthode pour réapparaître, se noyer, parce que justement, étant donné que Hutus et Tutsis sont rwandais, pendant plusieurs années, les génocidaires se passaient pour les victimes, ont réussi à avoir des subventions, des aides, des hébergements, et j'en passe les meilleurs. Une question, je voudrais poser une question à Jennifer. Quand le génocide... je vais essayer d'être
douce. Quand le génocide s'est produit, tu avais à peine, je me permets de te tutoyer, mais si ça te gêne, tu me le dis, tu avais à peine 2 ans. Si le génocide qui a décimé, bien entendu, les Tutsis, j'insiste sur ce mot-là, s'il venait à se reproduire aujourd'hui, comment tu réagirais? Et deuxième question, tes camarades, tes proches, les gens qui sont de ton âge, comment ils réagissent aujourd'hui? Est-ce qu'ils comprennent ou ils fuient toujours la réalité en disant « nous ne comprenons rien ». Je te remercie et merci en tout cas à vous tous. Je suis un peu embêtée par la première question. J'avoue que je ne sais pas trop comment y répondre. Mais en tout cas, je peux répondre à la deuxième. Aujourd'hui, je suis éducatrice d'adolescents dans le 19e arrondissement. Je suis aussi une militante antiraciste. Et dans ce cadre-là, j'ai vraiment énormément d'échanges par rapport à ce que je fais à Ibuka France auprès de personnes de ma génération qui sont, sur le papier en tout cas, des personnes globalement très instruites, très curieuses, très lectrices, surtout très curieuses. Et je fais toujours part de mon étonnement face à des fois des personnes qui sont des têtes de réseau, hein, des chefs d'association, des personnes très reconnues dans les combats féministes, antiracistes et autres. Et je leur dis, mais pourquoi en fait le 7 avril, nous sommes aussi seuls? Pourquoi dans nos réseaux, dans nos cercles, on peut parler de la moindre petite histoire, sans que ce soit des histoires pas importantes, hein, je dis petite histoire parce que peut-être des fois courtes, coloniales, post-coloniales, ou sur les crimes de la France en Afrique. Et pourquoi sur le Rwanda, il y a un tel évitement? Pourquoi cet évitement dans les milieux antiracistes, décoloniaux, panafricains que moi je fréquente beaucoup? J'ai pas forcément les réponses, je pense qu'elles sont très multiples. Je pense que le discours négationniste dans certains de ces réseaux, de par la force de frappe, notamment des communautés congolaises et autres dans ces réseaux-là, ça a marché. Quelque part, ça a marché. Je ne peux pas dire que je suis vice-présidente d'Ibuka France, que je travaille sur la mémoire du génocide contre les Tutsis, sans que du tac au tac, on me réponde oui, mais et le Congo? En éludant, en écartant totalement, directement, l'histoire du génocide contre les Tutsis. Ensuite, pour moi, il y a peut-être autre chose qui a trait au racisme intériorisé, qui fait que les personnes afrodescendantes comme moi, militantes comme moi, et qui ne se sont jamais renseignées sur le Rwanda, vont aussi se dire que c'est une histoire un peu terrible et honteuse et très sauvage, quelque part, et qui n'a rien de politique en Afrique. Et que ça, pour moi, c'est du racisme intériorisé, en tout cas. Voilà. J'ai compris, merci. Je pense qu'on a atteint la fin de cette table ronde. Je voulais vraiment vous remercier les panélistes et tout ce qu'ils ont pu nous apporter aujourd'hui et votre présence aussi. Étienne, je te rends la parole. Je vous remercie beaucoup ce panel de qualité qui vient de nous entretenir de ces sujets intéressants. Merci Jessica pour ta médiation parfaite. C'est toujours émouvant d'écouter Patrick parler de ce sujet. Il a souvent du mal à le relater sans être ému, et je sais que c'est pour ça aussi qu'il utilise souvent le mot. Il a écrit un livre qui s'appelait Inavouable, et il utilise souvent des mots comme quel est le mot sur lequel tu es souvent revenu pour indicible. Voilà, je cherchais. Donc il dit souvent le mot indicible. Merci Théo, merci Maria. Je pense qu'avec la sortie du rapport du Clerc et évidemment le discours qui n'est pas du tout un épilogue, comme l'a rappelé Maria, vous avez en tout cas moins le sentiment de crier dans le désert, parce que à l'époque, vous sortiez vos articles, comme l'a
rappelé mon amie Sarah, en parlant que vos articles les rassuraient. Mais souvent, vous étiez seul, justement. Mais maintenant, il y a un récit qui prend racine. On espère vraiment que ça va être aux autres de baisser la tête et de publier dans des petits récits, dans des petits magazines de caniveau. Vous voyez bien de qui je veux parler, qui a publié dans un journal d'extrême droite récemment. Voilà. Merci beaucoup à tous de nous avoir accompagnés dans cette timide reprise de la vie normale. Et Ibuka France vous remercie beaucoup. Et vous pouvez aller sur notre site à partir de demain et regarder les vidéos de ce qui s'est passé aujourd'hui et de Linda Melverne qui ne pouvait pas être là mais qui nous a envoyé aussi sa publication. Merci beaucoup.